Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, votre émission pour être au fait de l'actualité locale, connaître aussi les événements à venir. Nous sommes le vendredi 10 septembre, voici le sommaire. Les électeurs de Trappes devront retourner aux urnes les 10 et 17 octobre après l'annulation du scrutin de 2020. Le maire déchu Ali Rabeh et Othman Nasrou seront sur la ligne de départ, mais d'autres candidats également. Qui sont-ils? Reportage à suivre. Ce samedi, les États-Unis commémoreront le douloureux souvenir des attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait 2977 victimes. Cette année encore, des pompiers des Yvelines seront à New York en hommage aux nombreux soldats du feu américains disparus, dont le lieutenant-colonel Sébastien Frémont qui est notre invité. Et la deuxième partie de cette émission consacrée aux loisirs, début de la saison à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines, randonnée à faire dans le département, et nos idées de sortie à suivre dans le 7-8 Week-end. Et c'est Bichente Mayen Santisteban qui viendra vous présenter sa sélection tout à l'heure. Bonjour Bichente, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien, on est en place pour ce 7-8 week-end et notamment tout à l'heure vous viendrez nous donner l'envie de monter sur les planches, pourquoi pas? Oui, on parlera de la première édition d'un festival, ça s'appelle les Petites Scènes de la Guyonne. On aura d'ailleurs comme invité la metteur en scène et organisatrice Tatiana Vial. Restez avec nous, c'est tout à l'heure dans le 7-8 week-end. L'actualité d'abord, après l'annulation de l'élection municipale de 2020 à Trappes, un nouveau scrutin partiel sera organisé les 10 et 17 octobre prochains. Les candidats sont d'ores et déjà mobilisés pour un mois de campagne. Tour d'horizon avec Bichente Mayen Santisteban et Wilfried Richy. Ils sont 5 à s'être officiellement déclarés candidats aux nouvelles élections municipales organisées à Trappes. Parmi eux, le maire dont la victoire a été invalidée en août dernier, Ali Rabeh, mais aussi son principal opposant, Othman Nasrou. Ce dernier s'était incliné avec sa liste avec moins de 3% d'écart en 2020. Dès que les trappistes auront la tête à l'élection municipale, donc début septembre, j'irai vers eux pour m'exprimer, leur expliquer la situation, faire le bilan aussi d'un an de travail au service des trappistes. Il faut avoir cela en tête. En moins d'un an, nous avons réussi à la fois à rétablir le soutien scolaire, à mettre en place la semaine des 4 jours, à baisser le prix de la cantine, par exemple, pour les enfants, notamment les plus modestes et pour les classes moyennes. Moi, je défends un projet, encore une fois, sur l'emploi, sur la jeunesse, sur la sécurité, sur les questions de santé, sur la bonne gestion. Et on voit que c'est un vrai sujet, la bonne gestion. Alors, je défends ce projet depuis des années maintenant sur la qualité du logement. Donc, je vais me battre pour que ce projet-là soit adopté par une majorité des trappistes qui iront effectivement se mobiliser parce que le vrai sujet que nous avons, c'est un sujet de mobilisation des électeurs. Contacté par notre rédaction, Guy Malandin, ancien maire de Trappes de 2001 à 2020, présent au second tour des dernières élections, n'a pas encore indiqué son choix. La question d'un rapprochement avec Othman Nasrou serait envisagée. 3 autres listes ont-elles d'ores et déjà annoncé leur participation? Portée par Luc Miseret, la liste Trappes à gauche défend un projet décliné autour de 12 priorités. Santé, logement, travail ou encore éducation sont présents. La question de l'accompagnement des personnes, et pas simplement de celles qui sont en difficulté, mais particulièrement de celles qui sont en difficulté, se présente de manière accrue par l'ensemble des crises que l'on traverse et qui n'épargnent pas notre ville. Le problème d'éducation, il nous semble qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé, aussi bien d'un point de vue qualitatif que dans la diversité des propositions. Pour représenter l'extrême gauche, une liste menée par Patrick Planck, il veut faire valoir la lutte ouvrière. Cruellement, le camp des travailleurs n'est pas représenté dans ces élections. Et aujourd'hui, faire entendre ce camp, des gens qui sont opprimés, qui sont exploités et qui font tout tourner dans la société, bien évidemment, c'est indispensable. C'est très intéressant de discuter aujourd'hui parce qu'on rencontre une forte sympathie pour cette idée qu'il va falloir se défendre, s'organiser tous ensemble contre les mauvais coups du patronat et du gouvernement. Pour finir, une candidature à 2 visages. Présent aux élections départementales, Robert Nagaretinam et son frère Ronsard portent ensemble la liste « Ensemble pour l'environnement et l'économie solidaire ». Parmi leurs idées, la protection des parcs et l'abaissement du prix du ticket de bus à 1 €. Tout simplement parce que nous sommes proches de la population, on l'écoute, on vit avec eux tous les jours. Et en plus, nous sommes, depuis longtemps, on habitait à Trappes, presque 45 ans. On a vécu à Trappes, on a étudié à Trappes. Donc on côtoie toute la population, on l'écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue à faire porte-à-porte, on continue à notre marché, on continue à expliquer nos idées. Comme combat commun mentionné par tous les candidats, la lutte contre l'absentéisme des électeurs de Trappes, invités aux urnes les 10 et 17 octobre prochains. Lors du second tour des municipales en 2020, seuls 34% des électeurs s'étaient rendus aux urnes.
De son côté, le groupe local de la France Insoumise a décidé de ne pas présenter de candidat pour ce scrutin partiel, une décision prise par les militants au cours d'une assemblée communale. Pas de soutien non plus à Othman Nasrou, ni à Ali Rabeh, le maire sortant, le maire déchu, ni de consigne de vote. Mais les deux chefs de file ont été nommés pour s'investir éventuellement dans une troisième voie d'union populaire. Écoutez ses explications. Avec d'éventuels candidats qui se présenteraient, on est mandaté pour discuter au nom de la France Insoumise de Trappes pour un d'éventuels actes de candidature sur une liste ou de soutien. De toute façon, il n'y aura pas un soutien officiel de la France Insoumise à aucun candidat. Par contre, s'il y a une liste indépendante se présenterait, libre aux membres de la France Insoumise de s'inscrire sur cette liste, mais à titre individuel. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette élection partielle qui se profile à Trappes, scrutin les 10 et 17 octobre prochains. Alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté cette semaine en France, les États-Unis aussi rouvrent une page douloureuse de leur histoire. Ce samedi, ce seront les 20 ans du 11 septembre 2001. Et depuis cette date, un pompier des Yvelines, le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, participe aux hommages sur place. Il a créé une association pour venir en aide aux veuves et enfants des pompiers morts à New York et a coécrit également un livre sur le sujet dont la sortie est imminente. Entretien enregistré ce jeudi 9 septembre. Et je suis avec le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, bonjour. Bonjour. Qui est depuis New York où il va suivre donc les 20 ans de ces commémorations des attentats du 11 septembre. On le rappelle, le 11 septembre 2001, 4 attentats à suicide qui avaient fait 2977 victimes, 343 sapeurs-pompiers dans la ville de New York, touchés sur les tours du World Trade Center. Déjà, tous les 2 ans, Sébastien Frémont, vous participez aux commémorations du 11 septembre. Vous avez même créé une association dont on va parler dans un instant. Pourquoi ça vous tient à cœur de retourner sur place et de participer à ces commémorations ? Alors en fait, j'y participe tous les ans depuis 2002. Je n'en ai loupé qu'une malheureusement à ce jour, qui est celle de l'année dernière, compte tenu de la pandémie où on ne pouvait pas se rendre à New York. Même cette année, au demeurant, il a fallu que nous fassions une mission officielle pour pouvoir nous y rendre, parce que ça n'était pas imaginable. En tout cas, c'était pas concevable en ce qui nous concerne de ne pas pouvoir assister, particulièrement cette année à l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, et de ne pas pouvoir venir commémorer à côté de nos frères d'armes cette année toute particulière. Donc oui, je viens à titre personnel depuis 2002, disais-je, et tout est parti d'une association que nous avons créée au lendemain des attentats. Dès le 12 septembre 2001, en réalité, nous étions 3 collègues des Yvelines qui avions déjà des amis parmi des pompiers américains, et à New York en particulier. Et par conséquent, immédiatement, on s'est mis à collecter de l'argent. On ne savait pas ce qu'on ferait de cet argent. Mais rapidement, ça a débouché sur le souhait de vouloir réaliser une opération du cœur qui s'est concrétisée 6 mois plus tard, au mois de mars 2002, en faisant venir 53 membres de familles de pompiers endeuillés, donc des veuves, des orphelins, et puis des membres des familles, ne serait-ce que pour encadrer ces pauvres gens, pour les sortir finalement de leur quotidien et de ce marasme qu'ils vivaient, et pour les accueillir au sein des familles de pompiers des Yvelines. L'idée, c'était bel et bien, comme je le disais, une opération du cœur. Donc, on les a hébergés dans nos familles. Et cette association, elle s'appelle FDNY SP 78. Vous le dites, vous continuez de venir sur place et de vous impliquer au sein de cette association. C'est important de s'impliquer sur le long terme, justement. Vous le dites, il y a eu ces victimes, 343. Il y a aussi des conséquences à plus long terme de ces attentats. Oui, c'est d'autant plus important de s'inscrire dans cette durée que malheureusement, aujourd'hui, 20 ans après le drame du 11 septembre 2001, on continue de mourir des conséquences de ces attentats. Tout simplement parce que les sauveteurs, les pompiers, les policiers et toute cette communauté de sauveteurs qui s'est engagée sur les lieux pour tenter de sauver un maximum de personnes qui se trouvaient dans les tours, par la suite, on continuait à y travailler, d'abord pour tenter de retrouver les victimes, puis pour déblayer le site, ce qui fait que pendant des semaines et des mois, ils y ont travaillé et ils y ont surtout respiré des substances extrêmement toxiques. L'air ambiant était composé de métaux lourds, y compris d'ailleurs de substances radioactives, parce qu'il faut savoir que les tours jumelles, la technologie de l'époque des années 1970, en matière de détection d'incendie, chaque détecteur contenait
une source radioactive. Ce qui fait que plusieurs années après, certains ont commencé à développer des maladies, des cancers, des insuffisances respiratoires, et qui malheureusement, au fil des ans, ont décimé leur rang. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans quelques jours, 20 ans exactement après le drame, en ce qui concerne les pompiers, on déplore 256 pompiers supplémentaires qui sont morts, en plus des 343 qui sont décédés le jour même. Alors, pour aussi ces 20 ans de ces commémorations du 11 septembre 2001, vous avez écrit un livre avec Marc Le Guelaf, Marc Bidard, Frédéric Haro. La préface est signée de Jules Naudet, qui était sur place, qui est l'un des rares à avoir eu des images sur place, puisqu'il était en train de réaliser un documentaire à ce moment-là. Parlez-nous de ce projet, comment s'est-il monté, s'est-il concrétisé, et parlez-nous aussi du contenu de ce livre. Il y a beaucoup de photos, notamment, que vous avez réalisées depuis vos nombreux voyages à New York. C'est ça, vous avez tout dit, Grégory, effectivement. J'ai la chance que Jules Naudet m'accorde son amitié et que, par conséquent, il m'a également fait confiance pour accepter non seulement de préfacer cet ouvrage, mais finalement quelque chose de beaucoup plus important, qui est une exclusivité de ce livre et finalement le cœur et l'âme de cet ouvrage. Il a accepté de me raconter son 11 septembre, ainsi que les jours et les années qui ont suivi. Jules étant bien sûr lui-même un survivant, ayant eu la chance de ne pas être blessé physiquement, en revanche, a été blessé, les blessures de l'âme, ça se mesure moins bien, c'est moins mesurable, pour autant elles sont bien réelles, et ça a été compliqué de sortir de ce syndrome du survivant. Et donc, il m'a accordé sa confiance pour me raconter tout ça, ce qui a permis d'en écrire un chapitre complet dans cet ouvrage. Donc, c'est vraiment l'âme du livre. À côté de cela, effectivement, c'est un livre d'images, malgré ce texte important dans le chapitre qui est consacré à Jules. Mais sinon, c'est principalement... on revient sur les 20 ans qui se sont écoulés, sur les cérémonies, comme je le disais en effet, auxquelles je participe pratiquement tous les ans, sur l'évolution des pompiers de New York, puisque c'est un livre qui est orienté sur les pompiers de New York. Ce sont les pompiers de New York au travers la tragédie du 11 septembre 2001 et donc surtout 20 ans après. Et bien sûr, un autre aspect important du livre, qui est celui dont on vient de parler, qui est le fait que parmi leurs rangs, on continue de décéder des conséquences de cet attentat. Merci, lieutenant-colonel Sébastien Frémont, depuis New York, d'avoir été avec nous. Je rappelle, pompier des Yvelines, également chef de prévention au SDIS 78. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Ces commémorations du 11 septembre 2001 qui viennent clôturer une semaine dense en actualité. Retour sur les faits marquants en 78 secondes, et c'est avec Mélanie Poquet. Dans l'actualité cette semaine, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre. 1800 parties civiles pour la plus grande audience criminelle jamais organisée parmi les victimes des Yvelinois. Depuis le 3 septembre, l'activité de l'usine Renault de Flins est suspendue en raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs en provenance d'Asie. Près d'1 million d'euros de subventions de la région Île-de-France pour la création de l'écoquartier de Galy à Versailles. Il devrait sortir de terre d'ici 2027. 600 élèves ont fait leur rentrée dans le nouveau collège de Mantes-la-Jolie. Situé au cœur du Val-Fouré, l'établissement est un projet pédagogique pilote porté par les Yvelines et l'Académie de Versailles. Après une édition annulée en 2020, l'Electric Park était de retour pour ce 11e rendez-vous. Les organisateurs avaient vu les choses en grand, 2 jours de concert. Le multiplex de cinéma ne verra finalement pas le jour à Maurepas. L'information a été confirmée dans le courant de l'été, un projet définitivement abandonné en raison de la crise Covid. Bébel n'est plus, Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans. Le comédien avait passé une partie de son enfance à Clairefontaine. Et puis le retour d'un rendez-vous que vous aviez connu la saison dernière sur TV78, Legal Checking pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité. Vincent Couronne du collectif des Surligneurs décrypte aujourd'hui une proposition d'Arnaud Montebourg, candidat à la prochaine élection présidentielle.
L'élection présidentielle approchant, les promesses commencent à fuser et avec elles, leur lot d'incertitudes juridiques. C'est le cas de celle d'Arnaud Montebourg qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle le week-end dernier depuis sa ville de Clamecy dans la Nièvre. Arnaud Montebourg envisage, je le cite, que l'État rachète le million de biens immobiliers vacants et de très faible valeur, qu'il a identifiés et les cède à ceux qui veulent s'y installer à condition qu'ils les remettent en état. Fin de la citation. Or, il y a un gros obstacle juridique posé par le Conseil constitutionnel il y a plus de 30 ans. L'État n'a pas le droit de faire des cadeaux aux personnes. C'est une question d'égalité. Un cadeau de l'État à certains serait injuste à l'égard des autres. Mais il y a une exception. Si le don se fait avec une contrepartie, c'est d'ailleurs ce que suggère Arnaud Montebourg, les bénéficiaires remettraient la maison en état en y faisant des travaux. Mais il y a un problème encore ici, c'est qu'une fois que l'État a cédé le bien, il lui est difficile d'exiger des travaux de remise en état parce que, tout simplement, il n'est plus le propriétaire. Et que fera Arnaud Montebourg si les propriétaires actuels de ces biens ne veulent pas vendre? Il pourra les exproprier, certes, mais c'est une procédure très lourde, très encadrée, très longue. Et puis il y a le coût. Rien que l'annonce de ce rachat ferait inévitablement monter les prix de ces biens et créerait même une spéculation, et cela aussitôt qu'Arnaud Montebourg serait déclaré élu. C'est déjà arrivé avec la promesse de François Mitterrand de nationaliser des banques et des grandes entreprises en 1981. Bilan, une promesse qui devra emprunter un chemin étroit, qui coûtera cher et qui sera longue, très longue à tenir. Mais peut-être que ça permettrait enfin à la France de respecter ses propres lois sur le droit au logement. Si l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, les bonnes intentions, elles, doivent parfois traverser les enfers. C'est l'heure de votre page loisirs dans le 7-8 week-end. Bichente Mayen Santisteban est de retour en plateau pour vous donner envie de sortir samedi et dimanche. Et à l'heure où les festivités reprennent petit à petit dans le 78, la saison de la commanderie située à Elancourt commence ce week-end. Oui, depuis 3 ans, le lieu est destiné à faire vivre culture, loisirs, événements en tout genre de Saint-Quentin en Yvelines. Les festivités débutent demain, samedi 11 septembre. Je vous propose du coup de découvrir ce qui vous attend. Un reportage avec la voix d'Antoine Durand. La commanderie d'Elancourt ouvre à nouveau ses portes. La saison sera lancée samedi de 17h à minuit par un moment de partage et de festivité avec pour mot d'ordre les retrouvailles. On a tellement hâte de vraiment relancer une nouvelle saison qui, on espère, va se dérouler au mieux, mais de retrouver aussi les artistes et nos intervenants qu'on n'a pas trop vus depuis 1 an et demi. Pour l'occasion, l'intégralité de l'espace extérieur de la commanderie sera occupée. Il suffit de faire un petit retour en arrière pour avoir un aperçu de la soirée. On va avoir d'abord toute une partie entre 17h et 20h de différentes propositions artistiques en continu. C'est-à-dire comme ça, voilà, avec du théâtre, avec la compagnie des Fitzsimons, avec de la jonglerie, avec des impromptus dansés de la compagnie CFB 451. Et puis après, on a donné carte blanche à Arthur Perrol, chorégraphe de la compagnie F, pour nous concocter tout un programme de 20h à minuit. La soirée se clôturera en dansant avec la présence d'un DJ, un programme d'ouverture complet qui laisse présager d'une saison 2021-2022 tout aussi mouvementée. L'idée, c'est de faire vivre ce lieu avec vraiment toutes sortes de propositions en sciences, en danse, en art et tous les publics. Surtout, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'accueillir du plus jeune au plus vieux, de croiser les publics aussi. Parmi les grandes dates de ce début de saison, les Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, la Nuit blanche, le 2 octobre prochain, et le Village de la Science, les 9 et 10 octobre. On poursuit Bichente avec une première du côté des Ménules. Oui, ça s'appelle Les Petites Scènes de la Guyonne, un festival de théâtre, de lectures animées destiné au tout public. À ce propos, Tatiana Vial, organisatrice et metteuse en scène, vient de nous rejoindre pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc Tatiana, tout d'abord, comment est né ce festival ? Alors ce festival, il est né d'une expérience que j'ai faite l'année dernière avec un spectacle qui devait se créer au Rond-Point et j'avais envie qu'il ait été joué une fois avant d'arriver au théâtre du Rond-Point. Et donc j'ai décidé de faire une représentation au Ménul, qui est mon village. Donc c'était Exécuteur 14 avec Swan Arlo et ça a été très bien accueilli. Et je me suis dit, en fait, les gens sont heureux qu'on leur apporte des spectacles là où ils vivent. Voilà, j'ai l'impression qu'on a moins envie de se déplacer qu'avant. Peut-être à cause de, du Covid, tout ça. Donc ça commence dès ce soir avec notamment un cabaret en fin de soirée que vous mettez en scène. Hein. Oui, absolument. Donc ça commence en fait à 19h avec une lecture en ouverture. Et puis il y a Alain Guyard qui est un philosophe forain
qui va venir parler des déchets. Je pense que ça va être assez joyeux. Et puis voilà, on enchaînera avec un cabaret que j'ai mis en scène. Et demain, il y a des lectures. On commence parce que la grosse journée, c'est surtout demain, avec beaucoup de choses. On retrouve tout au long de la journée, comme vous avez dit, les lectures animées. À 20h30 aussi, le spectacle Maya, une voix. C'est une comédie musicale, c'est ça? C'est une comédie musicale sur une poétesse américaine qui s'appelle Maya Angelou. Voilà, il y a 5 femmes sur scène qui chantent, qui dansent. Et c'est un spectacle tout public à partir de 8 ans. Ça finit en soirée en musique, il y a un concert. Et ça finit en musique avec Petit Prince, un groupe qui s'appelle Petit Prince. Voilà. Et du coup, bien sûr, après le concert de clôture qui s'appelle à l'année prochaine, le rendez-vous en 2022 est déjà donné, c'est ça? Il y aura une seconde édition En tout cas, on va tout faire pour. Oui, on a envie de pérenniser ce festival et qu'il devienne annuel. Qu'est-ce qui ferait que ce serait une réussite, cette première édition? C'est que justement les gens retrouvent le plaisir de venir, vous le dites, hein, il y a eu un contexte particulier, c'est que les gens reviennent. Absolument, c'est que les gens reviennent, c'est que les gens aient envie de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas, que voilà, la programmation est assez variée, il y a aussi des choses pour les tout-petits, un très beau spectacle du théâtre d'objets. Voilà, donc je pense qu'il y en a vraiment, il y a des propositions pour tout le monde. Maintenant, on va voir si les gens ont envie de venir. Merci beaucoup, Tatiana Vial, d'avoir été avec nous. Pour toutes les informations du théâtre, vous pourrez retrouver sur le site sortirenyvelines.fr. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes organisatrice et metteuse en scène de la première édition du festival Les Petites Scènes de la Guyonne. Je vous libère maintenant d'ailleurs, puisque vous devez vous rendre directement au festival pour préparer les derniers préparatifs. Donc ça commence dès ce soir et ça durera a priori jusqu'à samedi, tard dans la nuit. Absolument. Merci à vous d'avoir été avec nous. Il nous reste encore quelques jours d'été, Bichente, dont il faut profiter, et pour les sorties en extérieur aussi. Oui, le mois de septembre a été clément avec nous, pour l'instant en tout cas, on touche du bois. Quoi de mieux donc que de se promener sous les rayons du soleil, et vous verrez qu'il y a des coins sympas à faire dans les Yvelines. C'est notre top 3 à randonnée par Célia Gatsongo. Qui vous tente, Bichente? Comme je suis un sportif, moi je vais tenter les 10 km départ et arrivée à Milon-la-Chapelle, 3h20 pour le samedi après-midi, ça me convient bien. Alors pour la fin de cette émission, on en a pris l'habitude. Pour cette deuxième, c'est aussi de vous annoncer les choses en avance, de prendre notre machine temporelle pour voir ce qui se passe dans les prochains jours, le week-end prochain, avec au programme les Journées du patrimoine. Oui, le week-end prochain, vous pourrez retrouver de nombreuses animations culturelles un peu partout dans les Yvelines. On en a listé quelques-unes. Grégory, on va d'abord partir du sud pour monter vers le nord. Ne me demandez pas pourquoi. À Rambouillet tout d'abord, ça va bouger tout le week-end à la Bergerie Nationale. Que vous soyez plutôt patrimoine artistique avec la rencontre des artistes en résidence, historique, il y a des conférences et des ateliers autour du patrimoine bâti aussi qui sont organisés. Il y aura des ateliers nature et découverte de la biodiversité et même du patrimoine gourmand puisque des dégustations en compagnie des producteurs locaux sont prévues. Plein de manières d'y trouver son compte et pour ceux qui veulent tout faire, vous pourrez prendre votre temps puisque la restauration sera possible sur place.
On va aller à 50 en Yvelines à présent. Pareil, ça va bouger dans toute l'agglomération. Je vous recommande la visite du château de la Verrière à de multiples horaires ce dimanche 19 septembre. Pensez à appeler avant pour réserver d'ailleurs. Sinon, ailleurs de Saint-Quentin, vous avez des animations à la commanderie, des visites du fort de Saint-Cyr, du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines ou du MUMED, la médiathèque et le musée de la ville de Montigny, le Bretonneux. Notre petite balade nous emmène forcément dans la cité royale. Alors, on pense au château de Versailles, mais il y a aussi l'hôtel de préfecture du département et qui sera ouvert au public, hein, l'hôtel du département. Exactement, l'hôtel de la préfecture et du département, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h également. À noter que c'est un petit hasard du calendrier, mais les jardins accueillent en même temps des béliers. Donc c'est pas une blague, hein. Vous verrez vraiment un petit troupeau, des fenêtres, des beaux salons versaillais de l'hôtel. Alors on finit par un petit bond dans le nord du département cette fois-ci. Un petit saut qui nous emmène à Mantes-la-Jolie. Là-bas, vous pourrez venir à la découverte des différents monuments religieux présents dans la ville. Des visites guidées sont prévues à la mosquée Mantes-Sud, au temple protestant de 1966, à la collégiale Notre-Dame ou encore au musée de l'Hôtel-Dieu. Grégory, avec tout ce beau programme, du coup, où est-ce que vos fans pourront vous croiser pendant les journées du patrimoine ? Bon, j'avoue de ne pas avoir encore tranché. Je n'ai pas choisi où est-ce que je vais passer ces journées du patrimoine. En tout cas, merci Bichente pour ce programme très varié, très dense. Hein. Il y a bien sûr d'autres choses encore, mais c'est votre sélection que vous avez proposée aux téléspectateurs de TV78 ce soir. Merci Bichente d'avoir été avec nous et c'est déjà la fin de cette émission. Le 7-8 week-end qui revient vendredi prochain sur TV78. D'ici là, passez un très bon week-end.